C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment participer via les réseaux sociaux. Il est énorme, obèse, il est illisible. Tout le monde s'arrache les cheveux en ouvrant le code du travail. Le gouvernement veut le simplifier. Alors Robert Badinter a remis aujourd'hui son rapport. Pas question, je vous le disais, de toucher au CDI, qui est la norme, dit le rapport. Pas question de toucher au SMIC. Les licenciements doivent être justifiés pour un motif réel et sérieux avec indemnité. La durée normale du temps de travail est fixée par la loi, 35 heures donc. Mais la majoration des heures supplémentaires, c'est 25% aujourd'hui, pourrait être revue à la baisse, au minimum 10%, voire peut-être même moins. Alors, est-ce la fin des 35 heures? Ce nouveau code du travail va-t-il inciter les entreprises à embaucher? On va en parler tout de suite avec nos invités, avec vous, Sophie de Menton. Bonsoir, merci d'être avec nous, présidente du mouvement Éthique. Alexis Bachelet, bonsoir, député socialiste des Hauts-de-Seine de la première circonscription et membre de la commission des affaires sociales. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite le Premier ministre français, Manuel Valls. Ce rapport est important car il montre qu'il faut sortir des postures. Il y a 5 ans, je crois, j'évoquais un peu hardiment, peut-être, la nécessité de déverrouiller les 35 heures. Et on le sait, dans ce domaine, les symboles prennent souvent le pas sur la réalité, sur ce qu'est au quotidien la vie des salariés. Car la dérogation à cette durée légale n'est plus une transgression, et depuis longtemps. Elle est même au cœur de ce qu'est notre économie et notre pacte social. Sophie de Menton, avant de parler des 35 heures, est-ce que ce rapport, est-ce que cette réforme va simplifier le code du travail? Non. Pourquoi? Non. On a presque envie d'en rire si on n'avait pas envie d'en pleurer. La question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que ça va inciter les patrons à recruter? J'imagine le patron là d'une PME qui se dit « Oh, youpi! Ce qui est sorti aujourd'hui, c'est formidable! Je vais recruter tout de suite. » Non, c'est désespérant. C'est désespérant sur tous les plans parce qu'on fait des annonces, on en parle, on fait des rapports, on reconvoque un nouveau rapport. On a un comité, je regardais le comité présidé par M. Badinter, qui est un homme éminemment respectable et très âgé pour parler aussi de l'avenir et de la nouvelle économie quand même. Et dans ce comité de gens éminents et admirables, il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y en a pas un qui a été dans une boîte, pas un seul. Il n'y a pas un salarié. Donc c'est juste absolument désespérant. Il est revenu, il avait écrit un bouquin très intéressant avec Yves Lioncan, où vraiment on sentait qu'il y avait un effort pour dépasser tout ça. Et ça a été mal accueilli par les syndicats, donc il est revenu en arrière. Là, pour l'instant, je ne vois rien. J'ai lu attentivement ces 65 propositions de base. En particulier, il n'y a rien de nouveau, vous dites. Ah non, mais rien de nouveau. Et quand il s'agit de durée, par exemple, il dit ce sera pour une durée raisonnable. Ou bien il y aura... donc il emploie le mot raisonnable pour ne pas rentrer dans le détail. Je suis juste désespérée. Alors peut-être que je ne suis pas assez juriste, que je ne vois pas ce qu'il y a de caché, d'inouï qui nous met à l'aube du 22e siècle. Mais c'est désespérant. Alexis Bachelet, c'est désespérant. Elle connaît bien le monde de l'entreprise, Sophie de Menton. Le MEDEF se dit ce soir déçu. Quelle est votre réaction? Ils ne sont pas contents. Hein. C'est quand même un peu à l'initiative des patrons, quand même, ce code du travail. Hein. Bah, écoutez, si le patronat dans ce pays dans votre donnait pays. quitus à quelques gouvernements que ce soit, en tout cas à celui-là ou à d'autres des évolutions, ça se saurait. On sait très bien que le patronat, quand on lui tend la main, il prend le bras, et etc., etc. Donc, moi, j'aime pas trop rentrer dans ces débats-là par le versant polémique, consistant à dire, finalement, il ne s'est rien passé, et on râle déjà, mais ça, c'est très français, avant même qu'il se soit passé quelque chose. Nouveau Moi, je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette réforme, concrètement? Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de nouveau, c'est que le chantier de la réforme du Code du travail a commencé. Et ceci, le rapport de Robert Badinter, est une première étape. Il n'a jamais été dit que Robert Badinter allait donner clé en main une réforme du Code du travail au Premier ministre. C'est jamais ça qui a été dit. Il a été dit que Robert Badinter ferait des propositions de rappeler et de synthétiser les grands principes du Code du travail actuel pour ensuite, dans un second temps, engager un travail de simplification qui est non pas le travail d'une commission Théodule, mais qui sera d'abord celui du gouvernement, puis du Parlement.
Et le Parlement... Donc en fait, ce que vous nous dites ce soir, cette réforme en fait vise à simplifier le Code du travail, à ce qu'il soit moins gros, ce Code du travail. Mais est-ce qu'il ne vise pas aussi, est-ce que le gouvernement ne cherche pas aussi aujourd'hui à inciter les entreprises à embaucher, donc de leur donner plus de flexibilité? Dans le fond du fond, est-ce que c'est pas ça? Dans le fond du fond, je crois qu'il y a un message de confiance qui est adressé aux acteurs économiques, c'est de dire que nous savons, parce que nous ne vivons pas dans un monde, je dirais, coupé des réalités, qu'aujourd'hui le Code du travail est devenu d'une complexité très importante, et en particulier pour les PME-PMI. Et que, y compris, il n'atteint pas forcément non plus les objectifs de protection des salariés qu'il est censé atteindre. Donc nous sommes dans un monde qui évolue, la révolution numérique bouscule aussi les façons de travailler, les fonctionnements des entreprises. Il y a la mondialisation des échanges qui n'est pas non plus virtuelle, qui est bien réelle, nous la vivons au quotidien. Et donc oui, aller dans le sens d'une simplification, c'est envoyer un message de confiance, mais on sait que c'est un sujet sensible, on sait que c'est un sujet compliqué, sur lequel d'ailleurs aucun gouvernement n'a vraiment avancer de façon efficace, et ça, je pense que vous en conviendrez. Donc, ça ne peut pas se faire non plus en un jour. L'horizon, on l'a dit, c'est maintenant première étape, et à l'horizon 2017-2018, avancer vers cette simplification. Vous vous rendez compte l'urgence du pays, vous le savez, l'urgence absolue sur l'emploi, l'urgence sur le souffle de liberté qui doit s'étendre, souffler sur les entreprises. Et là, vous me parlez de 2017-2018. D'abord, on devrait tout savoir sur le Code du travail. Il a 3800 pages. Ça fait 10 ans qu'on regarde. Il y a des cabinets d'avocats entiers qui l'ont revu. On a tout ce qu'il faut. Vous savez, il n'y a qu'à prendre, je regarde les autres codes du travail, 200 pages en Suisse. Bon, il n'y a qu'à le prendre. Après tout. Ça marche dans les autres pays. Il n'y a qu'à prendre le code anglais. Il a quand même 500 pages, mais il est d'une souplesse formidable pour la négociation entre partenaires sociaux et entreprises. C'est le contrat qui compte. Et là, on est parti. Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes parti, si je puis dire, puisque c'est quand même votre gouvernement qui est au pouvoir. Vous êtes parti en me disant 2018, excusez-moi, il y aura eu des élections présidentielles. Déjà, comment est-ce qu'on peut annoncer des travaux et un résultat pour 2018? Vous ne pourrez rien faire si ça se trouve en 2018. Donc au moins, vous pourriez avoir la pudeur de dire ce sera fait avant l'élection présidentielle. Pourquoi ça met autant de temps finalement, Alexis Bachelet, quand même? C'est vrai que 2 ans finalement. 2 ans. Pourquoi? Déjà parce qu'il va y avoir un débat qui va prendre un temps au Parlement. Et le temps du Parlement, il est... À 2 ans hein. Et puis, il n'y a pas que le Parlement, il y a aussi les partenaires sociaux. Ça peut prendre plus de temps. En effet. Alors, voilà. Le problème, franchement, si vous voulez, on a un problème majeur. Faire une réforme du Code du travail à la hache, ça ne marchera pas. Ouais, moi, je voudrais qu'on parle des 35 heures parce que il faut qu'on parle du contenu, voilà. Oui, alors justement, moi, je voudrais qu'on m'arrête sur les 35 heures. Est-ce que ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour les entreprises? S'il y a des accords d'entreprise, donc la durée légale du temps de travail, c'est 35 heures. Oui, mais sauf que la majoration des heures supplémentaires pourrait ne plus être de 25%, mais peut tomber. Bah oui, mais quand même, c'est un petit geste quand même. Allez, quand même. On dit les choses quand même. Non, mais un petit geste, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit geste. Aucun gouvernement précédent n'a fait ce geste-là. Moi, c'était défiscaliser les heures supplémentaires. C'est vrai. Oui, bon, au passage. Donc, on est en train de rattraper. Tout ce qui est réforme dans ce gouvernement, c'est d'effacer les bêtises qu'ils ont faites eux-mêmes. Donc, c'est aussi un problème quand même. Mais là, ce geste quand même, sur la majoration des heures supplémentaires. Moi, j'attends pas des gestes. Alors, en plus, vous venez de le dire, le problème aussi, et il faut le dire, et puis ça suffit maintenant, il n'y a pas de dialogue social, il n'y en a pas. Vous venez de dire, d'ailleurs, Alexis, c'est quand même dommage. Alors, mais forcément, au patronat. Les syndicats patronaux n'ont aucune responsabilité dans ces difficultés du dialogue social à s'épanouir dans notre pays. C'est que la faute des syndicats. Vous venez de dire en intro ce qui me désespère, parce que vous devez le penser, qu'il y a des gens qui doivent le penser, quand on donne ça au patronat, ils veulent ça. Écoutez, monsieur Gattaz, franchement, écoutez-le. Il ne fait que répercuter 2 500 000 entreprises qui n'en peuvent plus, comme beaucoup de catégories d'ailleurs actuellement dans le pays, qui n'en peuvent juste plus. Donc là, vous savez quoi? Moi, je voudrais, à la limite, qu'il y ait une syndicalisation obligatoire. Je ne peux plus travailler avec des gens qui ne veulent pas. Je veux dire, c'est pas compliqué, ils ne veulent pas. Le président de la République, que j'ai écouté lors de ses vœux aux forces vives, au Conseil économique, social et environnemental, j'ai eu la chance de pouvoir lui dire en tête à tête, je lui dis écoutez, on y croirait presque, il y avait presque tout dans ce que vous avez dit, sauf que c'est pas possible. Sauf que c'est pas possible parce que vous avez tout renvoyé à la négociation collective et qu'on sait que les syndicats vont dire niet à tout. Et il n'a pas dit non.
Alors moi, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, quand même, sur les 35 heures. Quand même, Alexis Bachelet, ces 35 heures, est-ce que vous ne les regrettez pas? Parce que quand même, quand on repense aux lois Aubry sur les 35 heures, le but, c'est quand même qu'il y ait moins de chômeurs, c'est-à-dire qu'on travaille 35 heures pour laisser du temps aux autres. Bon, le chômage a explosé, donc visiblement, les 35 heures, en tout cas, n'ont pas permis de créer de l'emploi. Et puis la deuxième chose, c'était d'accorder plus de loisirs aux Français. Mais je ne suis pas tout à fait certaine que les Français veulent plus de loisirs. Ils veulent peut-être travailler plus et peut-être gagner un peu plus, peut-être. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La durée moyenne du travail dans notre pays, c'est pas de 35 heures. Avec les heures supplémentaires, on est déjà... Mais alors pourquoi on n'abolit pas les 35 heures? Quand vous dites vous-même la durée de travail aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas 35 heures. Alors moi, j'ai envie de vous dire pourquoi dans ce cas, on n'abolit pas les 35 heures. Mais pardon, il y a aussi un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Si demain, on supprime la majoration des heures supplémentaires, on affaiblit le pouvoir d'achat de 18 millions de salariés. Donc moi, je ne souhaite pas effectivement qu'on revienne sur la durée légale du travail. Est-ce que ce n'était pas une erreur, justement, les 35 heures? Parce que si aujourd'hui, on revient et on abolit les 35 heures, comme franchement, c'est le pays au monde. Franchement, c'est typiquement... Est-ce que ce n'était pas une erreur? Non, ce n'était pas une erreur. C'était bien les 35 heures. C'est typiquement le genre de faux débat qu'on aime en France pour éviter de se poser d'autres questions. Mais non, c'est un vrai débat, Alexis Bachelet. Et même au sein de votre gouvernement, c'est un débat, notamment avec Emmanuel Macron. C'est un faux débat. Parce que si c'était ça le sujet, expliquez-moi pourquoi les deux gouvernements qui ont précédé celui-ci n'ont pas supprimé les 35 heures. Si c'était ça la cause de tous les maux. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy le regrette. Lisez le bouquin de Nicolas Sarkozy que je viens de finir. Mais il a été président de la République pendant 5 ans. C'est vrai qu'il ne les a pas abolis non plus, Sophie Macron. Vous reconnaissez qu'il n'a pas été très... ce qui est énorme. Et je vais vous dire la vérité, parce que mea culpa. Attendez, mea culpa. Le MEDEF de l'époque, Laurence Parisot, n'a pas voulu. Parce que les partenaires sociaux, c'est aussi le patronat. Et le patronat a dit, on revient d'avoir négocié. On revient d'avoir eu les syndicats. On revient de mettre ça en place. Les fédérations par branche ont négocié. Pitié, on ne va pas recommencer. Et donc, c'est vrai, le patronat, au moment où, au début, tout feu, tout flamme, il a voulu revenir dessus, le patronat a dit non, on va voir. Du coup, il est défiscalisé. Et je vais vous dire quelque chose de vrai, de sérieux, c'est que le problème de tous les gouvernements dans notre pays, c'est qu'ils n'y arriveront jamais. Nous avons des syndicats qui bloquent tout. Le dialogue social n'existait pas. Regardez en Allemagne, regardez sujet, partout. Madame de Menthon. Mais si, c'est le sujet. C'est peut-être le fonctionnement des syndicats, c'est peut-être le fonctionnement de la formation professionnelle, les 35 milliards de la formation professionnelle, où est-ce qu'ils passent? L'argent des syndicats, il faut peut-être faire de la transparence. Peut-être qu'il faut même aller vers la syndicalisation obligatoire. Moi, j'y suis favorable. Parce que des syndicats qui représentent... Rien, 8% je crois des salariés en France. Voilà, 8%, c'est rien. Voilà les vrais sujets. Vous voyez, c'est de ça qu'il faudrait qu'on parle. Ils ne seraient pas contents que les syndicats nous entendent. Nous sommes d'accord. Les syndicats ne seraient pas très contents de vous entendre. Un homme de gauche dire... quand même, que les syndicats posent problème. C'est tellement évident. Mais 8%, bah oui, c'est dramatique. C'est pas normal. Et c'est eux qui bloquent le pays. Mais c'est eux qui bloquent le pays. Ils ne sont pas suffisamment représentatifs du monde, Sophie de Menthon, c'est eux qui bloquent le salarié. Et vous dites c'est eux qui bloquent le pays. Je vous pose la question. Ils bloquent le pays? Non, je ne mets pas la responsabilité. Non, mais c'est trop facile de désigner des boucs émissaires. C'est trop facile de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas un bouc émissaire, je suis d'accord. Mais attendez, regardez l'exemple. On a fait un ramdam inimaginable. On a fait une loi Macron 1. Ça a occupé l'Assemblée. Ils se sont engueulés droite et gauche réunis alors qu'ils pensaient la même chose. On a finalement décidé, parce que la droite a eu tort de ne pas voter plein de choses de la loi Macron. Entre autres. Ils ont finalement décidé que oui, on allait pouvoir travailler le dimanche. Les syndicats, la CGT bloquent, ça ne marche pas. C'est incroyable, les galeries Lafayette. Mais les syndicats ont dit non. On a augmenté le nombre de dimanches pour les magasins dans un certain nombre de secteurs. La galerie Lafayette, la CGT a dit niette. Vous avez des magasins... Mais ils l'ont fait malgré tout. Mais ça sert à rien. À droite, on l'a pas fait. Ça sert à rien. Quand ils étaient au pouvoir. Mais vous savez, j'en ai plus rien à faire de la droite ou de la gauche. Je voudrais qu'on se débloque. Oui, mais vous savez, moins il y a de salariés qui votent aux élections professionnelles, plus ce sont des minorités parfois radicalisées qui prennent le pouvoir. Et quand on discute avec les salariés, ils ne se sentent pas beaucoup représentés par les syndicats. Et moi, je leur dis, et je serais pour qu'on aille dans cette direction-là, comment faire en sorte que plus de salariés se syndiquent pour qu'effectivement les syndicats puissent être vraiment représentatifs et porter des positions qui soient effectivement plus au dialogue et qui permettent de faire évoluer la vie de l'entreprise réellement et pas d'être systématiquement dans une culture du conflit. Mais ça, c'est un sujet dont on ne parle jamais. On préfère se focaliser sur les 35 heures au lieu d'éviter un certain nombre de sujets qui sont certes des sujets qui vont fâcher les uns ou les autres, mais qui sont les vrais sujets. Avec moi que la France est bloquée, je suis heureuse que nous le reconnaissions ensemble et je pense qu'il faut débloquer la situation. Nous sommes tout à fait d'accord, nous avons des syndicats qui la bloquent. Moi, je suis prête à tout pour qu'on casse ce monopole syndical. Et vous voyez, vous dites tout à l'heure, il faut pas utiliser des boucs émissaires, mais quelque part, vous revenez toujours vers les syndicats de salariés comme si les syndicats patronaux... vous aussi
Alexis Bachelet, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Mais moi, quand je parle Que les des syndicats, je sont pas parle de représentatifs. Mais les syndicats, Ah, vous dites les mais vous syndicats croyez que le patronaux MEDEF, aussi. vous pensez que le discours du MEDEF aujourd'hui, il représente le petit patron d'une PME ou d'une Alors, PMI? justement, Je Sophie ne le crois Menton, pas. bah alors moi, je ne veux le avoir crois votre pas. point de vue. Alors, est-ce que le MEDEF représente en Pas du effet tout. le chef Le d'entreprise MEDEF, d'une PME, d'une... Le MEDEF, je quitte il n'y a pas longtemps Monsieur Asselin, qui est le président de la CGPME, la Confédération Générale des PME, qui est d'accord sur tout, en gros, avec Pierre Gattaz et avec le MEDEF. En gros, ils sont d'accord sur tout. Ce que je veux dire, c'est Il n'y que... a pas de débat à l'intérieur du patronat. Pardon ? C'est monolithique. Il n'y a pas de débat à l'intérieur Alors, du vous savez quoi, la vérité, c'est qu'il y a un faux débat parce qu'il y en a un qui voudrait garder le monopole des PME et qu'il y a l'autre qui aimerait bien avoir la totalité. Mais alors donc, attendez, je finis. Je pense que on va certainement pas dire que le patronat est absolument parfait, exemplaire. Je pense en revanche qu'il faut aussi revoir cette histoire de représentativité, pourquoi pas, je suis tout à fait d'accord. En revanche, je pense très sincèrement que les positions de Pierre Gattaz, qu'on a beaucoup critiquées, reflète vraiment la majorité des PME, vraiment. D'ailleurs, il est poussé par sa base, c'est un vrai SMIC, patron. la fin du contrat du CDI, Mais le la fin des CDI 35 heures, c'est ça les positions du patronat en France. attendez. Et avec ça, vous voulez un dialogue social. Enfin, c'est que des provocations. Non, pas du tout. Soyons raisonnables. Pas du tout. Attendez, il faudrait que vous C'est d'ailleurs partiez... heureusement pas ce qu'il y a dans le rapport Badinter pour revenir au Vous êtes quand sujet. même d'accord que nous voulons quand même, il ne faut pas exagérer, qu'il y a allez, je vais vous mettre 80%, ce qui est très peu. Ce qui est vraiment, ça devrait être 99%, mais les patrons ont envie du bien-être de leurs salariés, ont envie de les augmenter quand ils peuvent, ont envie que les salariés soient satisfaits. Il leur pèse tellement de choses. Le salarié stressé, le salarié qui n'est pas heureux, le salarié qui se met en arrêt maladie. On a des épées de Damoclès toute la journée. On ne veut que le bien. On voudrait les augmenter, on voudrait les payer plus. Un mot encore, si vous voulez bien, quand même, sur Franchement. les 35 heures pour boucler ce débat, Alexis Bachelet. Vous disiez tout à l'heure, oui, mais d'abolir les 35 heures, ce serait une perte de pouvoir d'achat pour les Français. Mais s'il y a Ce serait un recul social. Ça serait un recul social, oui, incontestable. mais s'il y a une majoration des heures supplémentaires qui n'est plus de 25% et qui tomberait à 10%, et ça, le gouvernement il serait prêt à aller jusque-là, peut-être même sous les 10%, ça serait aussi une perte de pouvoir d'achat pour les Français. C'est pour ça que le gouvernement ne le fera sans doute pas. Ah, vous pensez qu'il ne le fera pas? En tout cas, Ah, ben là, c'est pas clair. Mais là, c'est dans pas le débat, clair. mais attendez, dans le débat parlementaire, moi, je ne souhaite pas qu'on abaisse La majoration. et en tout cas certainement pas en dessous des 10%. Il faut fermer le dossier. La majoration, parce que sinon, Badinter. si on fait ça, c'est une façon, sans le dire, d'affaiblir les 35 heures. Mais la ministre du Travail a plutôt l'air d'être d'accord pour qu'il y ait une majoration à 10%, pas en dessous des 10%, Elle fait mais ce qu'on lui faire dit. tomber à 10%. Il y a le grand Donc ça écart. veut dire moins de pouvoir d'achat pour les Français. Et moi, je le dis. Donc le vous débat- êtes pour ne pas abaisser Moi, je suis la pour majoration qu'on maintienne les majorations telles qu'elles au sont aujourd'hui, niveau où elles 25%. sont aujourd'hui. Parce qu'on que, enterre. Il y a un vrai parce débat. que ça n'est pas aujourd'hui sur ce côté-là qu'il faut chercher les avancées. Parce que tout simplement, en France, le coût du travail n'est pas plus élevé qu'en Allemagne aujourd'hui. Et il y a eu des baisses de cotisations encore depuis le début du quinquennat qui font que, objectivement, c'est pas ça le sujet. En revanche, effectivement, c'est une façon de faire diversion. Et le patronat s'en délecte en disant le problème, c'est les 35 heures. Pour ne pas Mais il y a un aborder vrai les débat autres chez sujets. vous à gauche, il y a un vrai débat quand même chez vous à gauche. Sur les 35 heures, je pense à Emmanuel Macron. Eh oui, mais Emmanuel Macron, Ça il va, a Manuel perdu des arbitrages. Emmanuel Mais même Macron, il Manuel était Valls, pour il est qu'on entre les deux, revienne sur la Emmanuel durée Valls. Manuel Valls, légale il du était travail. contre les 35 heures. Je l'ai connu sur Voilà. des plateaux. Il était archi Eh ben, contre. il aura Bah, pas il y aura gain de cause. il y aura encore un grand débat à gauche. Voilà ce qu'on peut dire. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, qu'on s'appuie sur le rapport Badinter ou sur les déclarations du Premier ministre, n'a pas eu gain de cause. C'est clair, je ne peux pas le dire Ah autrement, non, mais c'est je suis écrit. tout à fait d'accord. On a déjà tout perdu avant que ça commence. Bah, ça, c'est ce que vous dites. Oui. Mais il y aura d'autres avancées et le travail Les qui est avancées, engagé elles sont aujourd'hui, très- il est sont utile minimes, pour le pays, minimes. pour les salariés comme pour les En entreprises. 2018, quand vous serez parti, on aura le résultat. On verra, peut-être qu'on sera encore là. Oui, peut-être. Merci beaucoup. Ça donnera lieu à d'autres débats. Mais certainement. Merci En beaucoup. 2025. Et vous êtes là jusqu'à quand au Conseil économique et social? Je n'y suis plus. Ah, Je vais vous rassurer. Bon, allez, vous retrouverez Sophie de Menton. Il ne faudra pas attendre tout ce temps. Merci beaucoup, merci Sophie de Menton. Merci beaucoup Alexis Bachelet. Vous restez avec moi. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. c'est comme nous, c'est des mandats Bonsoir fréquents. Karim, bonsoir. On commence avec l'Égypte. 5 ans après la Révolution, l'activisme en ligne s'est imposé dans la vie politique. Alors c'est vrai qu'il y a un dossier assez intéressant à lire sur le site de Rue 89 qui revient
un petit peu sur ces 5 années pour voir un petit peu l'évolution de l'usage des réseaux sociaux, notamment en Égypte. Donc, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en 2011, on avait beaucoup parlé de l'impact de Twitter et de Facebook sur cette révolution. Alors, on est un peu revenu là-dessus en expliquant que finalement, ça n'avait pas joué un rôle aussi important, mais tout de même, ça avait joué un rôle dans l'organisation des manifestations notamment et dans la circulation de la communication. Alors aujourd'hui, évidemment, on continue d'utiliser Facebook et Twitter. Ce n'est pas forcément facile, souligne cet article, parce que le gouvernement a compris l'intérêt de ces réseaux sociaux. En 2000, 1% de la population égyptienne utilisait Internet. En 2011, ils étaient 40%. Il y a des actions qui sont menées de façon sporadique. Il y a quelques jours, on a vu apparaître ce hashtag Stop Shehata. C'est le nom d'un juge qui est réputé proche du pouvoir et particulièrement expéditif. Il a un triste record, celui des peines de mort et des peines de prison à perpétuité. Alors, du côté des militants qui utilisent encore abondamment les réseaux sociaux, on souligne qu'on n'est pas forcément certain de l'efficacité de ces outils, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est les seuls qu'on a en sa possession pour essayer de faire passer ces idées. Et je vous le disais, du côté des autorités, et le site BuzzFeed le souligne, on a bien compris que ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, étaient particulièrement utiles à ceux qui veulent faire entendre leur voix et contester le pouvoir. Et le site BuzzFeed raconte par exemple que des policiers sont tout simplement arrivés chez des citoyens égyptiens en leur demandant d'ouvrir leur page Facebook sur leur téléphone portable pour vérifier ce qu'il y avait là-dedans. Alors évidemment, ça intervient alors que cet anniversaire de la Révolution approche, et c'est une façon assez brutale, mais aussi qui témoigne d'une certaine tension du côté des autorités pour un petit peu prendre la température alors que cet anniversaire approche. L'intervention d'un membre d'une ONG musulmane sur le plateau de Canal+ suscite la polémique. Alors cette histoire, on en parle beaucoup dans les médias français, notamment sur le site du Huffington Post. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux le hashtag Free Moussa à l'initiative d'une ONG musulmane qui s'appelle Baraka City. Moussa, c'est un membre de cette ONG qui est parti du côté du Bangladesh pour venir en aide aux minorités musulmanes Rohingya. Il a été retenu sur place et le président de cette ONG a été invité à s'exprimer, notamment sur le plateau de Canal+. Et ces propos ont choqué certains internautes. Je vous propose d'écouter cet extrait. Vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Musulman normal. Normal. Ouais, musulman normal. Vous serrez la main aux femmes, par exemple? Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. D'accord. Et dans le sujet, quand on vous demandait, vous dites d'ailleurs avec le sourire encore une fois, on va faire une réunion pour désavouer l'État islamique, vous le dites en souriant, et en même temps, vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous ne condamnez pas l'État islamique, clairement, publiquement. Non. C'est pas qu'on condamne pas l'État islamique. C'est qu'on essaie d'avoir une certaine pédagogie pour essayer de discuter avec les jeunes et pour leur faire comprendre qu'on a une alternative qui est bien, qui est pacifique. Donc vous condamnez alors l'État islamique? S'il tue des gens, s'il brûle des gens dans des cages, etc., je vais pas vous dire oui. S'il tire sur des femmes enceintes, je vais pas vous dire non, je condamne pas. Donc je pense que oui, mais je suis gêné de la question. Alors évidemment, cette condamnation qu'on lui a finalement arrachée du bout des lèvres, elle interpelle évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de réactions, notamment celle d'Aurore Berger qu'on découvre ensemble. Quand tu es une association humanitaire et que tu refuses de condamner l'État islamique, ou encore cette autre réaction d'un internaute qui dit « Que dirait Idriss Sy Ahmedi si quelqu'un refusait de serrer la main d'une personne parce que celle-ci est musulmane ?» Ou encore cet autre tweeto qui ressort des archives de Twitter ces déclarations qu'il attribue à Sy Ahmedi Idriss, un tweet qui a été depuis supprimé. Je pense que la musique peut être dangereuse, la polygamie une alternative contre l'adultère et le voile un signe de pudeur. Suis-je fou? Beaucoup de musulmans, entre guillemets, normales, considéreront sans doute qu'ils ne les représentent pas. Et puis, lui, évidemment, sur les réseaux sociaux, a tenté de se défendre en expliquant que c'est son apparence trop ostentatoire qui a fait qu'il a été piégé sur ce plateau de Canal+. Alors, il y a un autre élément dans cette histoire qui est largement commenté sur les réseaux sociaux. C'est le fait que Najat Vallaud-Belkacem, qui était sur le plateau, s'est évidemment
imposé un petit peu de façon, a été assez critique vis-à-vis de ce discours, mais pas suffisamment. C'est ce que considèrent beaucoup d'internautes. Pierre Alain écrit sur son compte Twitter l'étonnante faiblesse de Najat Vallaud-Belkacem face à un musulman normal, ou encore ces réactions politiques qui invitent Najat Vallaud-Belkacem à publier un communiqué pour être plus claire, plus virulente à l'égard de ce genre de déclaration. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait aujourd'hui. Et ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci Alexis Bachelet. Merci beaucoup. Sophie de Menton, merci. Karim, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h.